La philosophie du pardon. Rencontre entre Derrida et Jankélévitch. Jacques Derrida, philosophe du déconstructivisme, développe une réflexion paradoxale sur le pardon dans Foi et Savoir et le siècle et le pardon. Il distingue le pardon conditionnel, qui est une forme de transaction morale, du pardon pur, qui ne peut s'appliquer qu'à l'impardonnable. 1. Le paradoxe du pardon. Un acte impossible? Derrida affirme que le vrai pardon ne peut être accordé que là où il est impossible, c'est-à-dire pour des crimes impardonnables. Si un acte est excusable ou justifiable, alors le pardon devient une simple procédure morale ou juridique. Le pardon, s'il a un sens, doit pardonner l'impardonnable. Le siècle et le pardon. Cela signifie que pardonner une faute mineure n'est pas vraiment pardonner. C'est une simple réconciliation, un compromis ou un geste d'indulgence. En revanche, pardonner l'impardonnable, comme la Shoah ou un génocide, serait un acte absolu, mais justement parce qu'il est absolu, il devient presque impossible. 2. Différence entre pardon conditionnel et pardon inconditionnel. Derrida critique ce qu'il appelle le pardon conditionnel, qui est soumis à des critères comme la repentance, la reconnaissance de la faute ou la justice. Ce pardon fonctionne dans des cadres juridiques ou politiques, exemple, commission de vérité et réconciliation, mais il ne relève pas du pardon véritable. En opposition, le pardon pur est inconditionnel. Il ne dépend d'aucune demande, d'aucune réparation, d'aucune attente. C'est un acte gratuit qui ne peut même pas être réclamé par le coupable. Exemple, si une victime dit « Je te pardonne parce que tu regrettes ton crime », il s'agit d'un pardon conditionnel. Si une victime pardonne un crime qui ne peut être réparé ni justifié, et même sans demande du coupable, alors c'est un pardon pur. Mais ce pardon absolu est si extrême qu'il devient paradoxalement presque impraticable. 3. Le pardon entre éthique et politique. Derrida montre que les discours sur le pardon sont souvent instrumentalisés. En politique, le pardon est souvent demandé pour refermer des blessures historiques, exemple, après l'apartheid en Afrique du Sud. Dans la religion, il est souvent lié à la confession ou à la purification de l'âme. Or, pour Derrida, ces formes de pardon sont des transactions, pas des pardons purs. Il se demande alors, le pardon pur peut-il réellement exister? Ou est-il une utopie, une exigence infinie qui ne peut jamais être pleinement réalisée? 4. Le pardon comme horizon impossible, mais nécessaire. Même s'il est impossible en pratique, Derrida pense que l'idée du pardon pur reste essentielle. Elle pousse à repenser la justice, la responsabilité et la mémoire. Le pardon absolu est peut-être un idéal inaccessible, mais il nous oblige à interroger nos manières de pardonner et à ne pas réduire le pardon à une simple stratégie morale ou politique. Conclusion. Avec Derrida, le pardon défie la logique humaine. Nous nous mettons face à un paradoxe. Soit le pardon est absolu et inconditionnel, mais alors il devient une sorte de folie impossible à accomplir. Soit il est conditionnel, mais alors ce n'est plus un véritable pardon, juste une réconciliation pragmatique. Le pardon pur est donc une exigence infinie, un défi moral qui ne peut jamais être totalement réalisé, mais qui nous force à repenser la notion même de justice et de responsabilité. Le pardon véritable et le faux pardon, chez Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, dans Le Pardon, 1967, et L'Imprescriptible, 1986, explore la nature du pardon et ses limites. Il insiste sur la distinction entre un pardon authentique et un faux pardon, qui est une déformation ou une trahison de l'idée même du pardon. 1. Le pardon véritable, un acte inconditionnel et gratuit. Un don sans contrepartie. Pour Jankélévitch, le véritable pardon est un acte de pure gratuité, un miracle moral. Il ne peut être ni exigé, ni justifié, ni soumis à des conditions. Le pardon est un acte instantané qui, à l'image de la grâce, échappe aux calculs humains. Cela signifie que le pardon ne repose ni sur la justice, ni sur la repentance du coupable, ni sur une quelconque réparation. Il est une décision intérieure, un geste de pure bonté. Le pardon doit être immédiat et total. Jankélévitch refuse l'idée d'un pardon progressif ou partiel. Un pardon qui attend la repentance ou qui est accordé sous condition n'est plus un vrai pardon, mais une transaction morale. Exemple. Un vrai pardon serait de dire à quelqu'un
je te pardonne, même si tu ne le mérites pas, même si tu ne regrettes pas ton acte. À l'inverse, dire « je te pardonnerai si tu te repens », ce n'est plus du pardon, mais une négociation. 2. Le faux pardon. Une illusion ou une trahison du pardon. Jankélévitch critique plusieurs formes de faux pardon, qui ne sont en réalité que des stratégies morales, politiques ou psychologiques. 1. Le pardon conditionné à la repentance. Il s'oppose à l'idée que le pardon ne serait accordé qu'en échange d'une demande de pardon. Un tel pardon devient une récompense, ce qui détruit son essence gratuite. 2. Le pardon intéressé ou utilitaire. Le pardon peut parfois être utilisé comme un outil politique ou diplomatique pour rétablir la paix sociale. Mais pour Jankélévitch, cela n'a plus rien à voir avec un vrai pardon, c'est juste une stratégie. Exemple. Après des conflits, certains États mettent en place des amnisties ou des commissions de réconciliation. Pour Jankélévitch, ce n'est pas du pardon, mais un compromis visant à rétablir l'ordre social. 3. Le pardon administratif ou judiciaire. Jankélévitch critique aussi l'idée de pardonner au nom des victimes, notamment dans le cadre de crimes imprescriptibles. Il considère que pardonner à la place des victimes, surtout lorsque celles-ci sont mortes, est une imposture morale. Citation. Le pardon est mort dans les camps de la mort. L'imprescriptible. Cela signifie que certains crimes sont si extrêmes qu'ils rendent le pardon non seulement impossible, mais aussi indécent. 3. Le lien entre pardon et oubli. Jankélévitch insiste sur le fait que pardonner n'est pas oublier. Il s'oppose à toute tentative d'effacer le passé sous prétexte du pardon. Le pardon véritable reconnaît pleinement la gravité du crime, tout en dépassant la logique de vengeance. Le faux pardon cherche parfois à minimiser l'horreur du crime en prônant l'oubli ou en excusant le coupable. Conclusion. Un pardon rare est quasi impossible. Jankélévitch voit le pardon comme un don rare mais possible, sauf pour certains crimes qui le rendent impensable. Derrida voit le pardon comme une exigence infinie, qui ne peut avoir de sens que pour l'impardonnable. Le pardon apparaît ainsi, chez l'un comme chez l'autre, comme un concept à la fois nécessaire et profondément problématique.